Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler théorie de l'attachement. On va un peu brosser tout l'historique qu'il y a eu et les avancées en psychologie du développement autour de la question de l'attachement de l'enfant, l'attachement adulte-bébé, souvent mère-bébé parce que c'est la première personne qui est en contact avec le nouveau-né. Et comment ça se passe pour un enfant, qu'est-ce qu'il faut faire quand un enfant pleure et qu'est-ce qu'il est important de faire ou ne pas faire avec un tout petit nouveau-né. Pendant longtemps, on a pu penser que il suffisait de donner à boire et à manger pour qu'un enfant se développe bien, surtout un tout petit, qu'un bébé suffisait de le nourrir et que c'était un peu une espèce de tuyau. D'ailleurs, si vous n'avez pas lu la métaphysique des tubes d'Amélie Nothomb, ça a un petit peu cette idée que l'enfant il n'a pas de sentiments, que de toute façon il n'est pas assez mature, il comprend rien et que leur donner à manger et à boire ça suffit, et puis peut-être que plus tard on lui donnera des règles et des réponses éducatives qui correspondent à nos propres valeurs, et que tout ça fera de lui un adulte bien construit et que ça serait suffisant. Et aujourd'hui je voudrais vous montrer que non, ça ne suffit pas, et donc de redresser un petit peu tout ce qui s'est passé en termes de recherche et d'avancées scientifiques en ce qui concerne les théories sur le développement de l'enfant. Donc ce qu'on peut entendre souvent dans les peurs et puis même dans les discours ambiants, c'est cette espèce de peur de trop gâter, de trop en faire avec les enfants. Est-ce que le parent il en fait pas trop dans le sens si tu lui donnes trop la possibilité d'avoir accès à tes bras, il va réclamer sans cesse, et que du coup ça puisse être trop envahissant. Il y a un peu ces craintes là, et du coup il y a eu 2 recherches notables et nécessaires à cette pensée qui n'est plus la première, quoique des fois on l'entend toujours, mais en tout cas il y a eu des recherches qui prouvent que en fait un tout petit bébé ne va pas manipuler et va pas essayer d'avoir trop vos bras ou pas assez. J'aimerais bien revenir sur ces 2 recherches majeures pour un peu mieux comprendre ce qu'on peut dire aujourd'hui de ces tout petits enfants. Donc il y aurait des espèces de préconçus selon certains que les enfants ils peuvent manipuler, ils peuvent vous faire culpabiliser, ils peuvent en faire exprès, ils peuvent pleurer pour faire des caprices et tout ça. Et aujourd'hui non, la recherche a prouvé que ce n'était pas le cas. Et il y a deux éléments majeurs dans la recherche de la psycho du développement qui prouvent qu'en fait l'enfant il a un besoin de l'adulte et que il manipule pas, il essaye pas d'en faire exprès. Et 2 avancées majeures et fortes dont j'aimerais reparler aujourd'hui pour resituer un petit peu le contexte et mieux comprendre pourquoi c'est important d'être à l'écoute des nouveau-nés, des enfants qui viennent de naître. Donc dans les années 1940, un grand psychologue, médecin, psychanalyste d'origine hongroise qui s'appelle Spitz fait des recherches sur les enfants qui sont placés en pouponnière, parce que 1940 il y a la guerre, c'est un petit peu compliqué, il y a beaucoup d'enfants qui sont placés, dont les parents sont décédés ou sur le front. Donc il observe ces enfants en pouponnière, et ces enfants, même si on leur donne à boire, à manger et les premiers soins, changement de couche, bain, la base de survie, il s'aperçoit que certains enfants sont dans une situation régressive immense, que en fait
En fait, il y en a qui vont pas du tout bien, que le développement il est en forte régression et ils se demandent, Spitz, à quoi tout ça c'est dû. Ce qu'il peut noter, c'est une forme de régression grave chez certains de ses enfants, même une forme de repli énorme, psychique et psychologique. Certains enfants qui ont un arrêt du développement psychomoteur, donc quand même des choses plutôt inquiétantes. Il a décrit plusieurs phases chez ses enfants. Une phase où le premier mois à peu près, les enfants se mettaient à pleurer un peu tout le temps, sans raison, et ils comprenaient pas trop pourquoi. Et un deuxième moment où l'enfant, en fait, il refuse tout contact parce que c'est devenu trop problématique pour eux, et donc du coup ils sont même sur une situation vraiment de repli comme ça qui questionne les équipes. Et on voit même qu'au final certains enfants refusent de s'alimenter, refusent tout geste de care envers eux, et on se demande ce qui se passe pour qu'au final, en fait, ils mangent plus, ils sourient plus, ils bougent plus, ils babillent plus, ils ne pleurent même plus. En fait, ils sont devenus un petit peu amorphes, ces enfants. Et donc Spitz, il se dit que c'est sûrement un problème lié avec justement cet attachement dont je vous parlais, qui serait questionnant, parce qu'en fait on leur apporte les soins mais on leur apporte pas l'amour dont ils auraient besoin. Et voilà, il commence à avoir son hypothèse de dire que effectivement le soin premier c'est bien, mais que le soin psychique c'est aussi essentiel. Donc c'est des observations quand même assez compliquées et un peu dramatiques quand même, dont il fait part. Là, il appelle ça le syndrome des pouponnières, pour donc, comme je vous disais, expliciter que en fait, un bébé, il a besoin de réconfort et pas que juste qu'on le nourrisse. Donc c'est hyper important, c'est une date un peu clé. Parce que voilà, on commence à se rendre compte que c'est important qu'un bébé ne soit pas laissé tout seul, et qu'on va commencer à partir de ce moment-là, grâce à Spitz, des hospitalisations mère-bébé. Donc voilà, c'est une première avancée. Venons-en à l'expérience d'Arlo qu'il a faite sur lui des bébés singes. Dans les années 1960, pour but aussi de un peu comprendre ce qui se passait dans la vie des nouveau-nés. Donc certes, il l'a pas fait sur des bébés humains, mais les comportements d'animaux peuvent parfois référer à ceux d'adultes, et vous verrez que oui, effectivement, c'est assez criant de ce qui peut se passer pour un jeune bébé. Alors dans un premier temps, ce qu'il propose Arlo, c'est de séparer des bébés singes de leur maman dès la naissance, et de les séparer dans une cage à part, tout seul, pour voir un peu ce qui se passe. Ce qu'il perçoit dans un premier temps, c'est que ces petits singes, ils montrent des signes de détresse. Ils peuvent crier, ils peuvent montrer des balancements, des formes aussi d'auto-agression quand même sur eux. Et ils se font du mal, des fois ils se tapent la tête contre la cage. Enfin, on perçoit des signes vraiment compliqués chez ces singes. Et en fait, si après on les remet avec leurs copains singes 2 ou 3 ans après, en général ils attendaient quand même très longtemps, je trouve, c'était pas très éthique tout ça. Ils les remettaient 2-3 ans après avec leurs congénères. Et là on s'aperçoit que les singes ils sont toujours dans le même état de détresse. Ils vont pas vers leurs copains singes. Et ils ont une espèce de forme de repli, ils peuvent aussi avoir l'air apeurés, terrorisés.
Et donc là, Arlo il se dit eh ben oui, il y a un effet sur les comportements sociaux. Si on sépare l'enfant de sa maman dès la naissance, et ben les comportements sociaux plus tard c'est compliqué, et les singes ne vont pas vers leurs congénères. Deuxième temps, dans ces expériences avec toujours Arlo et ses singes, donc là il s'amuse, je sais pas s'il s'amuse, mais il teste de mettre ses bébés singes en compagnie d'une fausse maman qu'il a créée. Donc une maman en fil de fer avec un biberon pour donner à manger, et une maman fourrure, un petit peu, on va l'appeler comme ça. La maman singe qui en fait aussi elle est en fil de fer mais recouverte de tissu doux, chaud, réconfortant qui pourrait rassurer le singe. Et bah résultat de l'affaire, le bébé singe, si on le sépare tout comme les premiers et qu'on le met près dans cette cage avec une maman en singe et une maman en fil de fer, la moyenne c'est que le bébé singe il va passer 22 heures sur 24 avec la maman fourrure, et les 2 autres heures il va les passer très vite pour boire et manger et se nourrir avec les fils de fer. Donc en fait le singe il préfère la maman virtuelle en fourrure et chaude et réconfortante qui peut être apaisante. On voit bien qu'à travers ces 2 expériences, en fait, il y a une forme d'attachement primaire qui se crée auprès du parent, et que en fait l'affection, elle est tout aussi indispensable au bon développement d'un être humain. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui change la donne vraiment pour les psychologues, pour les médecins, pour les pédiatres, de comprendre qu'en fait le lien mère-bébé ou père-bébé bien sûr, il est essentiel dans le bon développement du nourrisson. Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui on pourrait pas refaire ces recherches telles que celles de Spitz. On va pas laisser des enfants pleurer tout seuls, et pour Arlo, éthiquement, les singes là laissés à l'abandon dans une cage pendant 3 ans, heureusement que c'est plus le cas. Mais ça a permis quand même d'évoluer notre pensée, notre façon de prendre en charge ces nouveau-nés, les nouveau-nés humains. En fait, il faut savoir quand même que le bébé humain, c'est le seul être vivant qui naît immature. Parce qu'en fait, le bassin d'une femme, il n'est pas conçu pour sortir un bébé mature. Et donc du coup, il y a cette espèce d'immaturité biologique et psychique qui fait que le bébé humain, autant les animaux ils ont besoin, mais l'être humain encore plus, c'est vraiment inscrit génétiquement, c'est une question de survie de l'espèce que d'avoir besoin de l'adulte et d'un réconfort et d'une présence. Il arrive au monde dans un territoire très hostile, qu'il connaît pas, hein, et donc forcément lui il sait pas marcher comme les autres animaux, il a la motricité qui est vraiment en dessous, et donc forcément il a besoin de l'adulte, il a besoin de son père et de sa mère, ou en tout cas d'un adulte qui peut le prendre en charge. Et on a des réflexes des bébés qui prouvent ce que je viens de vous dire. On a le réflexe qu'on a appelé le grasping, donc c'est le bébé quand il va être contre la peau ou contre même avec un tissu, il va le faire, il va s'agripper comme ça. Et donc en fait il a vraiment ce réflexe de se prendre et de rester contre quelqu'un. Donc ça c'est vraiment un réflexe hyper important. Et il y a un autre réflexe qui est le réflexe de succion, c'est le principe de survie. Il faut que je survive, et pour survivre, il faut que je m'agrippe, il faut que je tète. Il faut que je me nourrisse, et il faut que j'ai besoin de quelqu'un et de la présence d'un adulte. Tout ça pour dire qu'en fait, le bébé humain, il va pas se mettre à pleurer juste pour manipuler et dire j'ai besoin de l'adulte. Oui, il a besoin de l'adulte, ça c'est vrai. Il a besoin de l'adulte pour se rassurer, pour se sentir bien, pour se sentir en sécurité, tout simplement. Parce qu'en fait, s'il n'a pas un adulte autour de lui,
et bah, il se sent en danger. C'est vraiment de l'instinct de survie lambda et basique, et donc il faut entendre les pleurs comme un appel à l'aide et pas comme une manipulation. Ça a été révélé aussi que en fait, quand l'enfant il se sent bien, il sécrète de l'endorphine et de l'ocytocine, les hormones du bien-être. Donc en fait, lui faire des câlins, c'est pas du tout quelque chose dont il va s'habituer, au contraire. Ça a été aussi prouvé que plus un enfant a un attachement sécure, plus on répond à ses pleurs et à ses doutes et à ses craintes dès bébé, plus cet enfant il va se détacher et aller vers la crèche, la nourrice ou même vers un inconnu plus facilement. Donc ça veut dire que si il est rassuré au contact de ses propres parents, il va aller plus facilement vers d'autres adultes et il va se sentir donc en sécurité avec les autres adultes. Et ça c'est vraiment très important à garder en tête. Ce qui veut dire qu'un enfant qui subit de la maltraitance, qui est violenté, qui va malheureusement pas avoir tous les codes du bien-être et si on se limite que au care, et il va avoir des tendances à avoir un attachement, ce qu'on appelle non sécure, et il va avoir du mal à aller vers d'autres adultes. Donc cet enfant-là, il va être en situation, il va se sentir en danger avec les autres, et en fait au final l'attachement il s'est pas bien tricoté, c'est le cas de le dire, et au final ça va être compliqué pour lui d'aller vers l'autre, de se dire je peux avoir confiance en l'adulte qui prend soin de moi, et donc je fais confiance. Et il va pas se laisser aller cet enfant. Donc il y a vraiment des effets sur le long terme. Tellement d'effets sur le long terme que ça a été prouvé scientifiquement qu'un enfant qu'on a laissé pleurer et dont on n'a pas écouté la détresse émotionnelle, ça avait des effets même sur la vie adulte. Ça a été prouvé par des études dont je mettrai le lien en description, je vous rassure. Ça a été prouvé qu'il y avait des effets sur adultes, et que les enfants dont on ne prenait pas forcément soin quand ils étaient enfants et qu'on laissait pleurer, et ça avait un impact sur leur vie psychique quand ils étaient adultes. Ça donne des adultes qui manquent de confiance en eux. Il faut qu'on s'attache et qu'on fasse confiance et qu'on se sente bien avec quelqu'un. Et du coup, c'est vraiment, il faut garder ça en tête en tant que parent, que l'attachement, c'est franchement la première forme primordiale de contact parent-enfant, et qu'il faut pas écouter les personnes qui vont vous dire ah bah non, le prends pas trop dans les bras, il va s'habituer, ah c'est pas bon, laisse-le pleurer, il fera ses poumons, tout ça. Non, aujourd'hui ce n'est pas vrai, on le sait, on a des études scientifiques qui prouvent que c'est pas vrai, que c'est pas bon, que c'est pas quelque chose qu'il faut faire. Et rassurez-vous, si jamais votre instinct ou vous dites non, je refuse de laisser pleurer, c'est comme ça que je veux faire, et vous avez tout à fait raison de le faire comme vous le faites. Chacun doit faire comme il le sent. Si jamais un médecin, un pédiatre vous dit laissez-le pleurer, écoutez-vous. Personnellement, ça m'est déjà arrivé qu'un pédiatre me dise oh laissez-le pleurer, c'est bon, il fait ses poumons, et je suis ressortie du rendez-vous moins bien qu'en y allant, ce qui n'est vraiment pas normal. Et au final, tout ça pour comprendre que mon fils il faisait des coliques, que s'il pleurait, non, il ne faisait pas ses poumons, il avait mal, tout simplement. Et un bébé, il va pas pleurer juste pour vous manipuler. S'il pleure, c'est parce que il se sent seul, il a peur, il se sent sale, il a faim. Il y a toujours une raison. Donc au maximum, je dis bien autant que vous le sentez,
et bah répondez à ses pleurs. C'est pas un sujet très joyeux, mais je pense que ça remet en perspective l'éducation, de se dire mais non, en fait cet enfant ne me manipule pas et que j'ai envie de répondre à ses pleurs. Et qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je ne dois pas faire? Est-ce que je fais bien quand je réponds voilà, ça demande, et oui, il faut. Hein. Alors je dis pas que bien sûr quand vous êtes à bout et que vous n'en pouvez plus et que votre enfant pleure en continu de 8h à minuit, ça m'est arrivé. Il faut pas non plus quand vous sentez la pression monter, les rassurer. Parce que des fois, ils sentent aussi, les enfants, que nous, on n'arrive plus, on est stressé, on n'est pas bien, et qu'on se sent nul et inutile. Dans ces moments-là, bien sûr que vous avez le droit de laisser votre enfant, même ne serait-ce qu'une minute. Toi, oui, je dis pas qu'il faut tout le temps être sur le dos de son enfant dès qu'il pleure, c'est pas ce que je dis là, mais voilà, laisser pleurer un enfant et qu'il s'endorme jusqu'à l'épuisement, non, c'est pas la bonne chose à faire, c'est négatif. Et vraiment, ça a des impacts sur son développement, sur le développement de son cerveau et même sur sa vie adulte. L'attachement c'est vachement important, ça rime, c'est cool, et il faut le prendre en compte, c'est quelque chose, les pensées ont évolué, il faut vivre avec son temps et les recherches, se mettre à jour, être conscient que tout ça, ça change, ça évolue. J'espère que vous avez aimé ce thème. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire si vous voulez qu'on reparle de la petite enfance, de comment ça se passe, de qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, si vous avez des questions aussi, qu'est-ce qu'il faut faire éducativement, à tel âge, etc. Il n'y a pas de souci, c'est des sujets que je trouve pertinents et qu'il faut explorer. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie encore pour avoir suivi ce petit bout de chemin avec moi. Je vous remercie, je vous dis à mercredi prochain.